Je quitte le gouvernement sur un désaccord politique majeur. Je choisis d'être fidèle à moi-même, à mes engagements, à mes combats, à mon rapport aux autres, fidèle à nous, tel que je nous comprends. Le péril terroriste qui nous menace est grave, imprévisible, mais nous avons appris à le traquer et nous nous en sommes donné les moyens. Nous savons comment le combattre et nous avons montré que nous sommes bien déterminés à l'abattre. Mais je crois que nous ne devons lui concéder aucune victoire, ni militaire, ni diplomatique, ni politique, ni symbolique. Et parce que ce pays regorge de force, d'énergie, de volonté, d'imagination, il peut entendre que son destin collectif repose sur des fondations solides et que parmi ces fondations, il y a la construction de son identité républicaine, de son identité civique, et que ces fondations sont assez robustes, elles sont assez profondes pour résister au temps, aux accidents et aux tragédies. Voilà pourquoi, fidèles à Aimé Césaire, nous ne livrerons pas le monde aux assassins d'aube. Je vous remercie. Alors, bonjour. Elle a été garde des Sceaux au sein de la République française. Elle est une figure politique incontournable en Europe et dans la francophonie. Son intégrité, sa capacité d'indignation et son sens de la justice font d'elle un modèle très inspirant. Alors, veuillez accueillir chaleureusement Madame Christiane Taubira. Bonjour, merci. Me voilà abandonnée toute seule sur l'estrade. Je suis ravie d'être là. Je suis vraiment ravie d'être là et c'est avec un immense plaisir que j'ai accepté l'invitation de votre présidente, Régine Laurent, parce que dès notre première rencontre, j'ai apprécié sa volonté, sa détermination. Je lui renouvelle d'ailleurs l'expression de mon estime et de mon affection. J'ai été très très sensible à sa clairvoyance, à la pertinence de ses analyses, à son courage moral et à son esprit d'équipe, parce qu'elle n'a jamais cessé d'évoquer l'équipe avec laquelle elle travaille, ni les qualités de l'Assemblée que vous constituez. J'ai pour toujours un bonheur particulier à me retrouver et à partager des moments et des lieux où l'espoir fleurit. J'aime lorsque l'espoir s'épanouit, parce que celles et ceux qui se dressent et se redressent en quelque partie du monde que ce soit nourrissent l'espoir pour elles-mêmes, pour eux-mêmes, mais aussi pour les autres. Vous connaissez sans doute cette définition de l'espoir de Václav Havel. Václav Havel était le président de la République tchèque, mais il était surtout un intellectuel, donc une personnalité engagée, et c'était un très grand dramaturge. Et il expliquait que l'espoir est un état d'esprit, que c'est une orientation de l'esprit et du cœur, que ce n'est pas la conviction qu'une chose aura une issue favorable, mais la certitude que cette chose a un sens, quoi qu'il advienne. C'est ainsi que j'entends l'espoir et c'est ainsi que j'aime le voir s'épanouir. Et j'ai l'impression que sous la présidence de Régine Laurent, c'est ainsi que vous-même avez utilisé l'espoir comme un carburant, comme votre carburant principal. Et de ce que je sais de vos activités, de vos revendications, de votre mobilisation, cet espoir vous a permis de franchir de grandes et belles étapes. Et aujourd'hui, vous vous interrogez manifestement sur votre engagement syndical, c'est une des grandes thématiques de votre congrès, sur votre engagement syndical pour vos membres, mais également donc, pour vous,
mais également pour vos usagers. J'ai pris connaissance de votre document thématique. C'était pour moi une démarche de respect vis-à-vis de vous, venant jusqu'à vous en plein hiver, alors que je reste un oiseau équatorial. C'est donc une marque de respect et d'amitié qui me conduit jusqu'à vous. J'ai pris la peine de regarder votre document thématique. C'est une réflexion de très grande qualité. C'est un travail très consistant dans lequel vous couvrez des enjeux majeurs, dans lequel aussi vous faites apparaître les antagonismes entre, d'une part, les persistances, aussi bien dans les formes de pouvoir que dans les formes de mobilisation, mais également les mutations en cours dans les formes d'expression du pouvoir et dans les formes de mobilisation. J'ai trouvé dans ce document des enjeux majeurs, je viens de le dire, des sujets importants, mais surtout des pistes stimulantes, que ce soit ce que vous appelez la stratégie et la méthodologie des nouveaux modèles, que ce soit sur les sujets sociaux et sociétaux, et par exemple l'invasion du numérique, son potentiel, mais également ses illusions sur une fausse socialisation, ou que ce soit vos 6 recommandations. J'ai retrouvé dans ce document ce que je percevais de ce que je sais de vos activités, à savoir ce souci de renouveler, de revigorer le syndicalisme, de vous interroger sur le sens de l'engagement syndical. Et ce faisant, vous touchez à un sujet cardinal. Vous touchez au sujet du sens de ces mobilisations, sous forme syndicale ou sous forme politique, parce que cela concerne effectivement les syndicats ou les partis politiques. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre de la désaffection qui touche parfois de façon inégale dans certains pays, un peu moins ici, un peu plus en France? Que signifie le fait qu'il y ait une désaffection pour l'organisation, la mobilisation syndicale? Pourquoi nos partis politiques paraissent aussi faibles, aussi fragiles, aussi vulnérables? Ce sont des formes de mobilisation démocratique essentielles. Elles nous paraissent vieilles, et c'est vrai qu'elles se sont installées comme une tradition. Mais à bien regarder, elles ne sont pas si vieilles que ça. Elles datent en moyenne de 2 siècles. Les lois syndicales, aussi bien en France qu'en Amérique du Nord, sont des lois qui datent de la période qui a suivi les révolutions, la Révolution française, la Révolution américaine et les grands mouvements ici au Canada. Donc ce sont des traditions qui sont installées dans notre culture et dans nos comportements, mais qui sont récentes. Il demeure qu'elles sont extrêmement précieuses parce que ce sont des formes de mobilisation démocratique. La question qui est posée, que vous posez à travers vos interrogations et vos affirmations dans ce document thématique et à travers vos activités, c'est la question de savoir comment nous pouvons ressourcer et redynamiser ces formes de mobilisation démocratique. Et nous devons le faire évidemment à notre époque. Je disais que ce sont des formes à la fois traditionnelles et très récentes, seulement 2 siècles d'âge, mais nous devons savoir les revigorer à notre époque. Et notre époque, c'est l'époque d'une globalisation dont nous avons conscience. Ce n'est pas la première mondialisation. La première grande mondialisation a eu lieu, on pourrait remonter à Marco Polo. Il y a des échanges et des contacts entre les continents. Mais la première structurée et qui dure, c'est la période des premières conquêtes coloniales avec la traite négrière et l'esclavage. Et c'est une globalisation qui, pendant plus de 4 siècles, va mettre durablement en contact le continent européen, le continent africain, les Amériques, puis bientôt l'Asie. Ce que nous pouvons dire, c'est que cette première mondialisation, cette première globalisation se fait sur une base économique. Elle va provoquer les révolutions industrielles en Europe, mais elle se fait dans une relative méconnaissance de cette réalité globale. Tout simplement parce que les moyens d'information, de circulation de l'information et de la connaissance ne sont pas ceux que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, ces informations, cette circulation de l'information, cette masse de connaissances qui est à notre disposition et qui circule, nous permet d'avoir à la fois connaissance et conscience de cette globalisation. Donc, lorsque nous nous interrogeons sur les nouvelles formes
de mobilisation démocratique, syndicale ou politique, nous le faisons évidemment avec la conscience de cette mobilisation, donc de la circulation de l'information et de la capacité de mobiliser au-delà des frontières. Nous y réfléchissons évidemment dans un monde aussi où les États-nations sont de plus en plus enserrés dans des entités régionales ou entre des structures multilatérales. Dans des entités régionales, je pense que le Canada, par exemple, est engagé avec les États-Unis et le Mexique dans l'ALENA. Le CETA engage le Canada et d'autres pays bien au-delà de l'Amérique du Nord, donc notamment en Europe. Et les États-nations de ces différents pays sont enserrés dans ces dispositifs, dans ces accords, dans ces conventions qui régissent une partie de plus en plus importante des activités qui jusque-là étaient placées sous souveraineté nationale. Et nous devons être conscients de cela, parce que cette réalité qui est essentiellement économique, qui est essentiellement commerciale, elle relève essentiellement du marché. Il n'y a pas de grandes conventions culturelles, hélas. Il n'y a pas de grandes conventions culturelles comme il y a de grandes conventions et de grands accords commerciaux. Mais ces conventions, ces accords ont un effet sur toute une série de domaines, de champs qui jusque-là relevaient de la souveraineté nationale. Donc ça a un effet sur les décisions que prennent nos gouvernements. Et nous devons être conscients de cela, parce que nous devons être en mesure de lire certaines décisions de nos gouvernements à la lumière de ces contraintes. Non pas pour y consentir, mais justement pour en comprendre les ressorts et savoir si nous y consentons ou si nous les contestons. Nous devons avoir également conscience de l'état de nos sociétés, qui sont de plus en plus fracturées, de plus en plus fragmentées, de plus en plus éclatées. Et c'est dans ces sociétés de plus en plus éclatées que nous devons penser la façon de redynamiser ces structures de mobilisation démocratique que sont les syndicats et les partis politiques. Et puis, il y a une quatrième dimension qui est extrêmement importante, ce sont les individus, qui se retrouvent de plus en plus livrés à eux-mêmes dans nos sociétés. Et s'engager alors qu'on est de plus en plus isolé, au sens où on est de plus en plus face à soi-même, avec des appartenances multiples, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient religieuses, qu'elles soient ethnoculturelles, avec ces appartenances multiples, avec une société qui de plus en plus livre l'individu à lui-même, tout cela fait que l'engagement est de plus en plus problématique. Donc cette façon de repenser les syndicats et les partis politiques est une façon de nous interroger sur la façon dont individuellement nous pouvons nous engager. Et ça nous renvoie bien entendu au rôle de l'État, aux missions de l'État, aux responsabilités de l'État. Et cela, quelles que soient les formes de gouvernement chez nous, que ce soit une république fédérale comme chez vous, que ce soit une république centralisée comme en France, centralisée, même si la Constitution dit que la République française est une république décentralisée. Elle est indivisible, elle est laïque, elle est démocratique, elle est sociale et décentralisée. Mais dans la réalité des faits, nous connaissons la force, la puissance et la concentration des prérogatives qui demeurent encore de la compétence du gouvernement français. Donc c'est une république centralisée, vous avez une république fédérale, mais la question demeure valable pour les deux, à savoir quels sont les rôles, quelles sont les missions, quelles sont les responsabilités de nos États respectifs. Et c'est à cela que nous renvoie la réflexion sur la forme d'engagement syndical ou la forme d'engagement politique. C'est à cela que nous renvoie l'inclusion de l'individu dans une dynamique collective. Parce que nous sommes là face à deux triptyques. Le triptyque individu, individualisme, égoïsme, et nous sommes quand même dans une période d'égoïsme triomphant, ou le triptyque individu, individualité, solidarité. L'individualité suppose la reconnaissance de l'individu en tant que sujet de droit, en tant que personne, en tant qu'individu autonome, disposant de libertés et de droits fondamentaux. Et la solidarité rappelle que l'individu seul ne peut survivre en société.
et qu'il est important de tenir compte de l'autre et de veiller à ce que par des solidarités multiples, nous fassions société et que nous soyons capables de porter ensemble un projet de société. Cela nous renvoie bien entendu à la question du contrat social. Le contrat social qui doit être renouvelé dans nos sociétés, que ce soit ici au Canada ou que ce soit en France, le contrat social est la forme que doit prendre l'accord entre le gouvernement et les citoyens pour une société fondée sur des libertés fondamentales, que ce soit les libertés individuelles, que ce soit les libertés publiques. C'est dans le contrat avec l'État que nous avons la garantie de la préservation de nos libertés individuelles, la liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté de conscience, la liberté de circuler. C'est dans ces rapports-là que nous avons la certitude d'être protégés dans nos sociétés. Et cela nous oblige à reposer un certain nombre de fondamentaux, et notamment que tous les biens et tous les services ne sont pas une marchandise. L'éducation n'est pas une marchandise. Vous savez ce que Nelson Mandela disait de l'éducation? Il disait que c'est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. Condorcet, qui était une grande figure révolutionnaire française et qui a beaucoup milité, qui a élaboré 5 rapports successifs en faveur de l'instruction publique pour les filles et pour les garçons, Condorcet disait qu'il fallait substituer l'ambition d'éclairer les hommes à l'ambition de les dominer. Donc nous savons l'importance de l'éducation pour l'individu en tant que tel, pour la société et pour la cohésion dans la société. Un autre bien et service qui n'est pas une marchandise, c'est évidemment, vous le savez mieux que personne, la santé, l'accès aux soins. Et la santé est un domaine particulier où les inégalités sociales se font voir, où elles peuvent se mesurer et où elles peuvent se reproduire. D'où l'importance de la solidarité dans le domaine de la santé. C'est bien la solidarité qui va permettre de neutraliser, de contrecarrer la reproduction des inégalités sociales en permettant l'accès aux soins pour tous. Un autre bien et service qu'il est important de rappeler comme étant un bien fondamental, c'est ce qu'on appelle le droit, la connaissance de ces droits et l'accès aux droits. Autrement dit, pour ces biens fondamentaux, qui ne sont pas des marchandises, ils relèvent de la puissance publique. Et lorsque le secteur marchand, lorsque le secteur privé vient-elle filtrer ces domaines qui ne sont pas des marchandises, il faut que ce soit selon des standards publics, il faut que ce soit sous le contrôle de la puissance publique, il faut que ce soit avec une contribution aux ressources publiques. Je sais que c'est un de vos grands combats emblématiques de faire en sorte que le domaine de la santé relève de l'intérêt général, relève de la neutralisation des inégalités sociales, relève de la puissance publique, relève d'un juste accès aux soins pour toutes les citoyennes et pour tous les citoyens. C'est par le contrat social qu'effectivement, nous allons garantir l'accès pour tous à l'éducation, l'accès pour tous aux soins, l'accès pour tous aux droits fondamentaux et aux libertés fondamentales. Et cela ne peut pas se faire de la seule initiative de nos gouvernants. Parce que, je vous le disais, nos gouvernants eux-mêmes sont sous pression. Et si nous ne sommes pas capables de participer au rapport de force qui va alléger la pression des grands circuits, des grands réseaux internationaux, si nous ne sommes pas capables de faire en sorte que nos gouvernants perçoivent bien que notre mobilisation, à partir de nos engagements individuels, à partir de nos actions collectives, sont en mesure de contrebalancer la pression qu'ils subissent de ces grands réseaux qui inspirent ces grands accords commerciaux et ces grandes conventions internationales, nos gouvernants vont se laisser aspirer. Il n'y a pas 36 lieux pour prendre des décisions. Le lieu des décisions, c'est le lieu politique. C'est le lieu occupé par les gouvernements. Quoi que nous en pensions, il nous arrive de penser que la politique n'est pas là où l'on décide, que ce sont les forces économiques qui décident.
mais observez la réalité des choses. La réalité des choses, c'est que justement les forces économiques prennent d'assaut les lieux de pouvoir, prennent d'assaut les lieux politiques, que ce soit les gouvernements ou que ce soit les instances multilatérales comme l'Organisation des Nations Unies par exemple, les milieux économiques, les milieux financiers les prennent d'assaut pour les faire élaborer des règles qui leur soient favorables. Parce que c'est bien là le lieu d'élaboration des règles. Il est donc important de ne pas abandonner le lieu politique, parce que le lieu politique est le lieu où peuvent se défendre nos intérêts ou où peuvent être abandonnés nos intérêts. Donc, un lieu fondamental pour l'engagement politique, un lieu à viser, c'est le lieu politique. Pour le prendre d'assaut, pourquoi pas? Dans nos démocraties, il y a régulièrement des élections, donc il y a des rendez-vous pour prendre d'assaut les lieux politiques, et sinon pour établir un rapport de force, de façon à ce que le lieu de décision politique n'entende pas que ceux qui sont en capacité de l'atteindre et de l'interpeller, mais entendent aussi nos demandes, nos souhaits, nos désirs. Nous devons être capables de formuler ces souhaits et ces désirs. Et la façon de le faire, c'est l'engagement. C'est de nous engager dans des associations, quel que soit leur objet social, c'est de nous engager dans des syndicats avec des intérêts corporatistes, mais qui ne visent pas que la défense des intérêts corporatistes. Comme je le disais en début de propos, j'ai bien perçu, et je l'ai bien lu à travers votre document thématique, que votre souci, votre préoccupation, c'est de défendre les intérêts de vos membres, mais de défendre aussi, c'est la finalité de votre action au quotidien, de défendre les intérêts de vos usagers. C'est donc par l'engagement que nous pourrons peser et changer le rapport de force, de façon à que dans ce lieu politique où se prennent les décisions soient prises pour l'intérêt général et non pas pour l'intérêt de puissance financière. L'engagement est donc essentiel et chacun d'entre nous doit le savoir, le sait, pour vous qui êtes ici, puisque vous êtes engagés dans la FIC, et l'engagement pour lequel nous devons plaider autour de nous doit nous conduire à expliquer autour de nous à quel point il est absolument déterminant d'apporter sa force dans l'ensemble, que ce soit dans une association, que ce soit dans un syndicat, que ce soit dans un parti politique. Une des plus belles définitions de l'engagement que je connaisse est celle de Toni Morrison. Elle ne définissait pas l'engagement en tant que tel, mais elle expliquait, d'ailleurs, elle s'adressait à ses étudiants et elle les incitait à mettre au service de la société le savoir de très grande qualité, le savoir très élaboré qu'ils reçoivent dans les universités. Et elle leur disait, « If you are free, you need to free somebody else. If you have some power, your job is to empower somebody else. » Je sais que je suis dans un territoire francophone, mais je sais que vous avez tous tout compris. Oui, lorsque nous sommes libres, notre responsabilité est de veiller à la liberté des autres. Et lorsque nous avons un pouvoir, à quelque niveau que ce soit, nous devons faire en sorte que ce pouvoir soit partagé avec les autres. Je crois qu'il y a là une très belle éthique pour l'engagement. Je vous remercie.